Bonjour, c'est Gorky de la Team Bradva. On se retrouve aujourd'hui pour avoir quelques trucs et astuces pour réussir son OP hivernal, mais on en parle juste après ça. Alors évidemment, comme d'habitude, ma fonction de conseil, elle est essentiellement tournée vers mon expérience à moi. Telle ou telle personne aura d'autres astuces et il faudra ne pas hésiter à les mettre dans les commentaires pour enrichir l'expérience justement de la communauté sur les OP hivernales qui peuvent très bien se passer. Il faut se préparer et avoir quelques notions en tête. Alors, je vais essentiellement vous parler, vous voyez, il y a tout un bazar autour de moi là et je ne vais pas parler de gear, je ne vais pas parler de réplique d'airsoft, je ne vais parler que de la façon de vivre son OP avec un certain nombre de principes physiologiques et la façon dont on y répond avec du matériel. Évidemment. Alors, je vais découper cette revue en 4 parties. Dans la première partie, je vais parler en fait du fonctionnement physiologique en confrontation au froid sous contraintes météorologiques d'hiver. Donc, je vais vous donner quelques notions comme ça sur le comportement du corps confronté au froid ou à la sudation en situation de froid. D'accord ? Ça sera pas trop long. Et ensuite, je vous expliquerai comment lutter contre ça dans 3 situations. D'abord, l'utilisation de la tenue, de l'hydratation et de l'alimentation pendant le jeu. Deuxième chose, on va être dans le même esprit, mais on va être dans la tenue, l'alimentation et l'hydratation dans les moments d'attente. C'est-à-dire qu'on n'est pas en jeu, on n'est pas dans l'attente en train de dormir, on est entre les deux. Et puis le troisième moment important, ça va être comment travailler son espace de repos. Alors, qui le bivouac, qui l'attente, qui l'intérieur d'un véhicule. Alors, on va commencer d'abord sur la question de la gestion des calories par temps froid et de la thermorégulation. Le froid a 3 conséquences. La première chose, quand on est en situation de froid important, et vous l'avez peut-être vécu pour ceux qui font des OP hivernales, ce sont les frissons musculaires. Le frisson musculaire va augmenter par 2 ou par 3 la dépense énergétique au repos. Donc forcément, à un moment donné, si votre tenue n'est pas adaptée et que vous avez des sensations de frisson comme ça et d'hypercontraction musculaire, vous allez avoir une dépense calorique très importante qui peut amener ensuite, ce qu'on appelle le verrouillage métabolique, c'est-à-dire un affaiblissement, voire des crampes. Donc, si vous avez ce genre de symptômes, c'est que votre tenue n'est pas adaptée. Deuxième chose, il faut parler de thermogénèse métabolique. Le corps va augmenter la production de chaleur lorsqu'il est sous contrainte de froid, d'accord, en mobilisant les réserves de graisse et de glucides. Là, c'est pareil. Si à un moment donné, vous avez trop froid, on va avoir une augmentation du métabolisme avec une augmentation de la dépense calorique. Et évidemment, si vous n'avez pas la réponse en consommation calorique, vous aurez des soucis. Et on va avoir de toute façon ce qu'on appelle une augmentation du métabolisme basal, c'est-à-dire le régime moteur au repos. D'accord ? Si on compare à un véhicule, d'une personne à l'autre, déjà nous n'avons pas le même métabolisme de base, métabolisme basal, mais si en plus, si vous avez froid, hop, le régime moteur va se rehausser, ce qui fait que même sans bouger, vous allez augmenter la consommation de calories. Et sur les 3 nuits, 2 jours, ça représente un surplus qui peut être considérable. Pour exemple, un homme adulte a besoin en moyenne, alors on va trouver tout et n'importe quoi, mais entre 2400 et 3000 calories par jour en fonction de l'activité, de sédentaire à actif. Cette valeur peut aller de 5000 voire à 6000 calories pour un explorateur polaire, d'accord, confronté à des très grands froids. Donc vous imaginez ce que peut avoir comme conséquence le froid sur un corps humain qui n'a pas les outils pour se défendre. La transpiration, maintenant, la transpiration amène un risque d'hypothermie. Pourquoi ? Parce que des vêtements humides deviennent un piège thermique en fait. L'eau évacue la chaleur du corps environ 25 fois plus vite que l'air. Donc si le corps est mouillé ou humide, et on en parlera aussi sur les extrémités, l'évacuation calorifique, c'est-à-dire l'évacuation de la température et de la chaleur vers l'extérieur du corps, est 25 fois plus rapide. Vous imaginez la catastrophe lorsque la peau est humide. Donc il faut absolument éviter ça. Ça va être tout ce qui est risque d'hypothermie. On avait fait une marche importante où on a beaucoup couru, on est mouillé, tout d'un coup on s'arrête, on bouge plus parce que là on est posté, d'accord ? Et là, on chope mais un coup de froid mais terrible, avec le début des frissons et là,
progressivement s'installe éventuellement l'hypothermie. Alors, on est moins exposé, nous, parce que là, évidemment, on a un risque d'onglet et de gelure qui est d'autant plus important que la peau est humide. Alors, les engelures, pas à -5, franchement pas à -5. Mais l'onglet, c'est-à-dire le fait que les mains deviennent complètement dures ou les pieds comme vraiment des sabots, ça c'est tout à fait possible. Je l'ai observé sur Cold Response 3. L'humidité couplée au facteur éolien, c'est-à-dire si vous êtes dans un courant d'air, va favoriser encore plus ces sensations de froid et les symptômes dont je vous ai parlé. Ensuite, on va parler de déshydratation silencieuse. Quand on crève de chaud sur la plage, assez rapidement, la sensation de soif nous alerte et on boit. Le froid réduit la sensation de soif, alors que le corps perd de l'eau par la transpiration et la respiration. Souvent d'ailleurs, l'air froid est sec. Bon là, il a plu, il a neigé, mais on a eu aussi un dimanche avec un temps très sec qui favorisait la transpiration. La conséquence de la transpiration, ce sont des baisses de performance si on ne compense pas par des électrolytes. On pense beaucoup, on en parlera tout à l'heure, au sucre. On oublie les pertes de sodium et de potassium. Alors, maintenant, on va parler des grands principes de la tenue de combat. Les grands principes, ce sont les 3 extrémités. Se protéger les pieds, les mains, la tête. Pourquoi? Parce que le sang part du cœur vers l'extrémité et on va avoir un retour veineux de l'extrémité vers le cœur. Donc, regardez, au bout des mains, je ne sais pas si vous le voyez, on va avoir une vascularisation non seulement importante, mais qui aussi affleure au niveau de la peau. Et évidemment, on a une très forte déperdition de chaleur dans ces zones-là. En plus, la tête, les pieds, les mains sont assez facilement des zones humides, soit parce que on a une espèce de côté sac plastique, de côté imperméable, parce que la chaussure n'est pas respirante ou le casque n'est pas respirant, et on va avoir une condensation des vapeurs corporelles, donc de la sudation, et cette humidité va favoriser, je l'ai dit tout à l'heure, hein, on va avoir un facteur 25, va favoriser le refroidissement. On va avoir tout le système veineux, sanguin, les capillaires et les vaisseaux qui vont se contracter, le retour veineux se fait très mal, le sang s'accumule dans la main et on va avoir cette main gonflée, cette pogne en fait, hein, qui va gêner l'appréhension et qui, quand c'est les pieds, va rendre extrêmement difficile la marche à pied. Donc, se protéger en priorité les pieds. Quand on fait de la rando hivernale, la chaussure, pour moi, de toute la tenue, ça va être la ligne budgétaire la plus importante. Si vous avez les pieds gelés ou trempés, c'est terminé pour vous. Et vous pouvez avoir une superbe réplique, un gear de seigneur, vous pouvez avoir un pantalon dernier cri, c'est fini. C'est fini, d'accord? Donc, il faut absolument soigner la question des chaussures. Oui, on n'a pas tous le même budget. La question, ça va être le budget, la qualité des chaussures, les guêtres. Il y a 2 possibilités. Gros budget. Moi, j'ai décidé de mettre le budget. J'ai des Lowa, les Zephyr GTX tige haute, voilà, en OD. On est sur de la chaussure qui n'est pas donnée. On est sur de la chaussure Gore-Tex, c'est-à-dire que non seulement elle va évacuer les vapeurs corporelles et éviter l'humidité due au fonctionnement du corps, mais elle va être imperméable à l'eau qui arrive de l'extérieur. Et je les ai pris en tige haute, pourquoi? Parce que souvent, lorsque le pantalon est trempé au niveau du tibia, eh bien l'eau va descendre par capillarité, toucher les chaussettes et descendre dans la chaussure. D'accord? Donc, plus la tige de la chaussure est haute, plus on limite cette problématique. Parce que souvent, la chaussure est mouillée, le bas du pantalon, éventuellement le pantalon jusqu'aux genoux. C'est rare que ce soit au-delà, à part passer dans de la broussaille jusqu'aux cuisses. La réponse de la plupart des joueurs, c'est de mettre des guêtres. Moi, je ne porte pas de guêtres. Pourquoi? Alors, je trouve que ça crée une zone de friction autour du mollet. Et en plus, moi, d'un point de vue physiologique, j'ai pas beaucoup de mollets. Et donc, en fait, la sangle de rétention qui est à l'arrière du mollet tient pas bien. La guêtre a tendance à se baisser régulièrement. Et je déteste ça. L'intérêt de la guêtre, eh bien, c'est qu'elle va protéger le coup de pied. Et dans les chaussures premier prix, mais aussi dans les chaussures plus haut de gamme, le point sensible, ça va être la zone des lacets et l'entrée d'eau par la zone des lacets. Évidemment, quand on marche dans une grande flaque, on est presque tous égaux. Même si, avec des chaussures comme celle-là, quand on marche vite dans une flaque et qu'on en sort, franchement, le pied n'est pas mouillé, ce qui n'est pas le cas avec des chaussures premier prix. Avec la guêtre, vous allez limiter l'entrée d'eau, notamment quand vous passez dans l'herbe trempée, qui peut suffire en soi à vous rendre les pieds, mais déjà complètement
humide. Si vous avez un tout petit budget, vous devez absolument investir dans des guêtres. C'est pas cher du tout, vous allez en trouver dans le commerce, vous allez en trouver sur Amazon, vous allez en trouver dans les grandes surfaces commerciales sportives. C'est très très facile de se fournir ce type de matériel. Ensuite, on va parler des chaussettes. Moi, j'ai des chaussures qui sont une demi-taille au-dessus, à l'ancienne, désolé, hein, et je vais mettre 2 paires de chaussettes. Alors, quelle est la façon dont moi je fais cette chose? Eh bien, je prends des chaussettes de ski. Des chaussettes de ski, pourquoi? Parce que la chaussette de ski, elle va avoir un élastique, ici, à ce niveau-là, d'accord, qui crée une restriction qui fait que l'avant et l'arrière du tissu ne bougent pas au niveau de la chaussette. Je mets 2 paires de chaussettes, oui. Et pourquoi je n'ai pas d'abrasion? Eh bien, parce qu'elles sont de la même marque, vous voyez. J'en ai 2 paires de la même marque. L'une sur l'autre, elles s'adaptent parfaitement, elles coincent le pied et il n'y a pas de souci. Évidemment, quand on n'a pas des chaussures haut de gamme, eh bien, on va avoir 3, 4, 5, 6 paires de chaussettes peut-être qui vont permettre de les changer régulièrement, soit dans la journée d'action, d'accord? Il ne faut pas hésiter le midi à la pause, si on est complètement trempé, à retirer les chaussettes, les serrer, les essorer, essuyer les pieds et remettre, changer de chaussettes et repartir pour l'après-midi. Ça limite le froid, ça redonne une chance aux pieds d'évacuer l'eau si l'après-midi vous n'avez pas de passage dans l'eau. Donc il faut avoir un maximum de chaussettes. Moi clairement, je vais prendre une paire de chaussettes pour dormir, on en parlera tout à l'heure, et je vais avoir 3 doubles paires de chaussettes pour l'ensemble de l'OP. Ou bien je vais utiliser des chaussettes comme celle-ci, qui sont des chaussettes qui sont le double en termes d'épaisseur de celle-là, et qui sont en laine. Il n'y a pas que de la laine, il y a de la laine et de l'élastane. Pourquoi la laine? Parce que la laine, lorsqu'elle est humide, a une efficacité thermique très supérieure au synthétique. La laine, les chaussettes de laine, vont permettre de conserver naturellement la chaleur du pied de manière beaucoup plus efficace que le synthétique. C'est pour ça que mes chaussettes de nuit sont en partie en laine et mes chaussettes, on va dire uniques en une seule paire, celles que je mets seules et qui sont plus épaisses, sont aussi à très haute teneur en laine. Ça n'est pas le cas de celle-ci. La deuxième extrémité maintenant, ça va être les mains. La question des gants, lors de la première soirée où on a eu la neige, il y a eu un vrai souci au niveau de l'onglet et de la difficulté à supporter la température extérieure. Les gants classiques d'Airsoft vont être trempés tout de suite, quelle que soit leur qualité, et ça va amener et maintenir une humidité sur la main qui va favoriser justement l'onglet, c'est-à-dire cette sensation de main toute dure, et de difficulté à prendre les choses, et ce qui rend les choses extrêmement compliquées. Alors, moi, quand j'ai été en situation de prendre la neige, j'ai mis mes gants d'hiver, voilà, on est sur des gants de combat d'hiver, qui limitent très fortement l'appréhension, mais qui vont vous permettre de traverser ce moment-là. Ces gants-là sont quasiment du gabarit de gants de ski. Et je voulais en arriver à ça, en fait. N'hésitez pas à vous prendre pour les OP d'hiver, c'est pas grave si c'est pas Attack CFG, Multicam ou je sais pas quoi. Prenez-vous des gants d'hiver de VTT, vous pourrez le trouver aussi très facilement dans les grandes surfaces commerciales. Personne n'ira vous dire que vous avez des gants qui ne sont pas des gants de combat et au moins vous aurez les mains parfaitement au chaud avec des gants Gore-Tex ou des gants de type Windstop. D'accord? Et sinon, si vous avez des gants de ski qui ne sont pas orange, mais qui sont noirs, et bien sur tous les temps d'attente et éventuellement les temps de jeu avec des grandes difficultés climatiques, vous avez des gants de ski. Moi, je vais vous montrer une photo là. On est avant leur groupement, c'est pour ça que je n'ai pas mes lunettes, d'accord? On vient de sortir des tentes quand on prend la photo. Vous voyez, je suis en tenue de jeu et j'ai des gants, ce sont des gants KE Tactical, d'accord, mais ce sont des gants Gore-Tex, doublés en polaire à l'intérieur, et qui sont extrêmement efficaces, mais que j'utilise exclusivement pour ces moments-là et sur les moments avec ma tenue d'attente dont je parlerai juste après. Autre truc, ce sera évidemment les sous-gants. Alors la soie n'est pas très chère, hein. Les sous-gants en soie qu'on trouve, que ce soit pour le ski, pour le vélo, qui sont extrêmement fins et qui vont rentrer dans n'importe lequel de vos gants de combat. C'est pareil, le sous-gant en soie va avoir des qualités thermiques un peu comme la laine, qui même humide, va maintenir un minimum la température à la surface de la main. On va passer à la troisième extrémité maintenant, la tête. Et là, les gens qui ont de belles chevelures comme moi,
les chauves, quoi, hein, savent ce qu'il en est. Là, j'ai 1 millimètre, il doit faire 9 degrés dans la pièce. Ça me gèle, ça me tire sur le crâne, en fait, hein. Et il suffit d'avoir 3 ou 4 millimètres pour que ça change énormément. Donc quand on n'a pas de cheveux, et même quand on a des cheveux, on doit faire attention au fait que la tête et la nuque ne doivent pas se refroidir. Alors, certains vont porter un cache-cou, un bœuf, voilà. Donc là, par exemple, ce type de cache-cou que l'on peut mettre doublé polaire, là c'est la même marque KE Tactical, j'ai tout un ensemble comme ça, voilà. Ensuite, on va être sur la question de la cagoule. Alors moi, je ne porte pas de cagoule. Vadim, lui, porte une cagoule, notamment de chez Cygnus Armory. Vous savez, là, je vous en ai parlé, avec ce petit système. C'est matelassé à l'intérieur. Et puis, on va avoir la grille en métallique, là, ici, qui se préforme. Je trouve que c'est très, très réussi, Cygnus Armory, comme matériel. Et puis, on va avoir, vous voyez, des cagoules de combat, comme celle-là, qui intègrent aussi une protection. Je vous ai dit, hein, j'ai vu une dent cassée la dernière fois, une incisive pétée chez un mec, qui vont vous permettre d'avoir une tenue relativement réaliste, mais avec une petite protection devant. Moi, j'utilise une demi-cagoule, voilà, la demi-cagoule de chez Cygnus. Alors, je vais voir si je peux l'enfiler correctement. Voilà, donc la demi-cagoule, elle va me prendre le dessus de la tête, là, ici. Je vais avoir ma protection et je vais avoir le cou, là, ici, et la nuque de protéger, vous voyez, et une partie du crâne. Ce qui me permet, moi, de me sentir moins engoncé et qu'il n'y ait pas de frottement entre les coutures et les pads au niveau du casque, d'accord? Donc ça, moi, je trouve que c'est un excellent compromis. Ensuite, il va y avoir la question du casque. On va dire, oui, ben, les casques, tout est pareil. Non, il n'y a pas. Pourquoi il me parle des casques? Mais non, tout n'est pas pareil. Le corps humain est très sensible et donc chaque situation et chaque contrainte doit être prise en compte. Parce que oui, on peut ne rien mettre, on peut mettre un bonnet sous son casque et on peut mettre une cagoule complète ou une demi-cagoule ou rien. Bien, eh ben, le casque, c'est pareil. On peut mettre un casque, par exemple, extrudé ou non extrudé, c'est-à-dire avec des trous ou sans trous. Si vous avez tendance à super transpirer, vraiment avoir une sudation très forte au niveau du crâne, plus vous allez pouvoir évacuer une partie de ces vapeurs corporelles, et moins elles vont condenser sous le casque, puis ensuite l'humidité vous descend sur le visage, éventuellement dans les lunettes avec la gêne que ça représente, et sinon, eh bien, cette eau va rester au niveau de la tête avec les problèmes de facilitation de l'hypothermie dont j'ai parlé. Moi, par exemple, je n'ai pas une transpiration du crâne excessive, donc je vais avoir un casque qui n'a pas de trou et je vais avoir un couvre-casque. Le problème, si vous n'avez pas de couvre-casque, à la moindre précipitation, et si en plus vous avez un casque percé, ça va rentrer à l'intérieur, et là vous aurez les mêmes problèmes puisque le crâne sera mouillé. D'accord? Alors, ensuite, maintenant qu'on a abordé la façon de se protéger le plus facilement au niveau des 3 environnements et des 3 extrémités, eh bien, il va y avoir la question du pantalon. Moi, franchement, je ne vais pas m'attarder. Je mets un pantalon de combat, un G3, voilà, il est ici. Ce que je peux vous dire, c'est que je n'en prends pas qu'un. Voilà. Si on est trempé, que le lendemain, là, les lendemains, le pantalon que j'avais mis le premier soir, le lendemain matin, il tenait debout. Mais quand j'ai dit il tenait debout, je pense que j'aurais pu le laisser tenir debout. Il était gelé. Le bas du pantalon était dur comme du bois. D'accord? Donc, oui, je suis parti avec 3 pantalons. On n'a pas tous la possibilité d'avoir 3 pantalons. Moi, je pars avec 3 pantalons. Le pantalon, franchement, il n'y a pas vraiment de solution. D'accord? À part l'essorer le soir comme on peut, et puis le suspendre si on peut pour qu'il égoutte un peu. Sinon, c'est très très compliqué. La question de est-ce que je mets des sous-vêtements ou pas en dessous? Je sais que Vadim en met, je sais que Yvan en met. Moi, j'en mets pas. Ça, c'est chacun sa sauce. Ce qui est plus important pour moi, ça va être la première couche sur le corps, la protection des organes vitaux, le buste. Ce que je mets moi, alors le sujet que j'ai là par rapport à ça, c'est ne pas transpirer, mais ne pas frissonner, c'est-à-dire être à la bonne température. Juste frais quand je suis en train d'attendre et bien chaud quand je suis en action forte, c'est-à-dire quand je monte une côte ou quand je cours, quand je suis en état de stress, que je me mets accroupi, que je me mets debout. Vous voyez, quand on défend une tranchée, on se met debout, on fait des flexions comme ça, on s'interpelle, on se déplace à gauche, à droite, on monte, on sort. Là, voilà. Dans ces moments-là, je dois avoir chaud, mais pas transpirer. Donc, mon choix à moi, ça va être de mettre un warm, c'est-à-dire un sous-vêtement manche longue. Et quand je dis un warm, c'est qu'on est sur quelque chose qui est doublé à l'intérieur. Ça ressemble un petit peu à du polaire.
Je ne sais pas si vous le verrez à la caméra. Quand on va dans des grands magasins justement de sport, eh bien on va avoir, dans cette marque justement de ce magasin, on va avoir les références. On va être sur du vêtement de ski plus ou moins chaud. D'accord ? Là par exemple, celui-ci, il n'est que synthétique. Là, on va être sur quelque chose que je vais mettre, on va dire, à partir de 6-7 degrés. Et plus, ensuite je vais le retirer, mais le warm, je vais être entre 2 et -5, d'accord? Donc je sais quel est le sous-vêtement que je mets directement sur moi. Au-dessus de ce warm, je vais mettre ma combat shirt. La combat shirt, c'est de la protection au niveau des coudes, du ripstop au niveau des avant-bras pour tout ce qui est ramping. On va avoir une couche supérieure effectivement, qui est relativement synthétique et qui va récupérer la transpiration éventuelle qui est évacuée par mon vêtement technique qui est contre la peau. Okay, et ce que j'aime dans les combat shirts, c'est qu'elles ont ce côté chemise, d'accord, combat shirt, c'est-à-dire très longue au niveau du corps, ce qui permet d'éviter, quand on se penche, d'avoir les lombaires exposés. Moi, je fais très attention éventuellement à prendre éventuellement une taille plus importante pour que ça descende bien bas et que ça ne risque pas de sortir du pantalon. Donc, le warm, la combat shirt, et au-dessus, je vais avoir juste une membrane, voilà, comme celle-ci, une membrane de chez Voine. Je dis membrane, pourquoi? Eh bien parce qu'elle n'est pas doublée, vous voyez. On est sur une membrane qui est respirante, imperméable et respirante. On n'est pas sur quelque chose de doublé. Regardez. Ici, sur la poitrine, on va avoir un léger filet, mais sinon, on est sur quelque chose qui va couper le vent, qui va favoriser une cage thermique respirante, mais qui est beaucoup moins chaud qu'une soft shell, par exemple. Vadim, lui, il va avoir, en plus de moi, un polaire et une soft shell. D'accord? Donc, la polaire, c'est très chaud. Moi, j'arrive pas à la gérer. La soft shell, c'est plus chaud que ma membrane. C'est pour ça que chacun doit sentir les choses. Et c'est pour ça qu'on a été s'entraîner en hiver, proche de la date, dans le mois qui précédait la date, en choisissant au niveau de la météo des températures qui correspondaient à la situation. Et un grand merci encore une fois à Voodoo Softair et à Eli qui nous ont permis effectivement d'accéder à la balme et d'aller nous y entraîner avec l'accueil que nous savons, à savoir la gestion de la safe zone, l'entraînement, les exercices et évidemment l'hospitalité, la dimension sympa. C'était vraiment excellent. Sans vous les gars, franchement, jamais j'aurais pu avoir ce niveau d'affinage, on va dire, au niveau de mes tenues, puisqu'on a fait quand même 2 entraînements avec nuitée, et ça a été déterminant pour moi. La membrane de chez Voine, oui, elle n'est pas donnée. C'est vrai, elle n'est pas donnée, mais depuis le début, je l'ai dit, d'accord, quand on a les moyens, on a des solutions qu'on n'a pas quand on n'a pas de moyens. Mais Vadim, par exemple, n'a pas mis de l'argent dans une Voine et il s'est débrouillé en un coup, je mets un polaire, j'ai ma soft shell, un coup, je mets pas, mais il connaissait ses besoins en fonction des entraînements qu'on avait pu réaliser. Alors, on va aborder maintenant la question de l'alimentation en jeu. Le premier problème de l'alimentation en jeu, c'est la température de la nourriture. Le corps humain ne peut pas digérer tant que le bol alimentaire, c'est-à-dire le contenu de l'estomac, n'est pas à 37 degrés. Voilà, le corps humain est à 37 degrés, on digère à 37 degrés. À un moment donné, si vous absorbez des aliments à 3, 4, 5, 10, 12 degrés, eh bien le corps va devoir générer une chaleur supplémentaire au niveau des viscères par un afflux de sang qui ne sera plus disponible pour les muscles, donc il y aura une espèce d'affaiblissement pendant la digestion, et la digestion sera d'autant plus ralentie qu'il faudra que le corps investisse des calories que vous essayez d'absorber, c'est-à-dire que vous mangez, et il y a une partie de ce que vous mangez qui va être dispersée en énergie pour réussir à digérer parce que vous avez mangé trop froid. Mais parfois, on n'a pas le choix. Donc, si on est dans la situation de devoir manger froid, eh bien, il va falloir faire attention à 2 choses. La première chose, c'est la nourriture pulvérisée. Qu'est-ce que j'appelle nourriture pulvérisée? Eh bien, ça va être par exemple les gâteaux ou les cornflakes ou tout ce qui va pouvoir faire des espèces de miettes qui risquent, lorsque vous êtes en manœuvre, de vous faire tousser. C'est-à-dire, vous respirez, l'aliment pulvérisé vient dans les poumons, vers les bronches en fait, hein, et vous allez avoir une toute défense qui va, vous imaginez, si vous êtes en train de spotter, le bazar que ça fait, si vous êtes en train de marcher, vous devez vous arrêter, parce que si vous continuez à avancer, ça va vous faire tousser de plus en plus. Donc attention à la nourriture pulvérisée. Deuxièmement, l'écœurement glycémique. Peut-être que certains l'ont ressenti sur CR3. Moi, je l'ai déjà ressenti en faisant un 24 heures VTT où je n'avais mangé
que sucré et exclusivement sucré. Quand on ne mange que de manière sucrée, alors que le corps est soumis à des contraintes physiques et thermiques intenses, eh bien vous allez avoir des problèmes de saturation, de goût et de texture, surtout par rapport à des éléments sucrés. Il va y avoir une aversion temporaire vis-à-vis du sucre qui va se mettre en place comme un système de défense pour éviter une saturation à une seule sorte de nutriments. Les flux sanguins mobilisés pour les muscles manquent au système digestif. Les produits sucrés sont difficiles à digérer, ce qui donne un écœurement, des ballonnements ou des nausées. Autre chose, les variations de la glycémie sanguine en fait, et les pics d'insuline à répétition parce qu'on mange des trucs sucrés peuvent déclencher aussi des symptômes d'écœurement. C'est-à-dire on n'arrive plus à manger. Moi je me rappelle, franchement, je pouvais mettre dans la bouche, c'était écœurant, je ne pouvais pas déglutir, mais j'étais obligé de recracher, quoi, hein. Et on va avoir aussi, et le corps humain est incroyable, la sudation et la déshydratation, donc la perte d'électrolytes, comme le sodium ou le potassium, peut amener à un besoin physiologique de produits salés et à un besoin de rééquilibrage électrolytique. Les aliments salés, qui sont par ailleurs souvent plus digestes, sont vraiment recommandés dans ces moments-là. Petit clin d'œil à Élie et à son comté, puisque eh bien, il pouvait manger à un moment donné des petits bouts de fromage, ça amène de l'électrolyte, ça limite les problèmes de crampes, ça évite aussi l'écœurement glycémique. D'accord? Donc ça, c'est important de l'avoir en tête. L'hydratation en jeu, c'est pareil. L'hydratation en jeu, quand on se déplace, j'en parlais avec Vadim la dernière fois, même quand on fait tourner l'eau dans sa bouche, vous ne la ferez jamais tourner au point de la monter à 37 degrés. Et si vous la montez jusqu'à 37 degrés, eh bien, vous allez refroidir votre bouche et vous allez dépenser des calories pour réchauffer votre bouche. Donc, vous aurez perdu, encore une fois, des calories. Donc, autant que possible, on en parlera ensuite sur les temps d'attente et l'alimentation et l'hydratation lors des temps d'attente, emmenez sur le terrain un liquide chaud, d'accord? Soit un liquide stimulant et sucré, on va être sur un... Moi, je me prépare une solution d'eau chaude avec du sucre, du chocolat et du café, d'accord? Et si vous n'avez pas le choix que de boire de l'eau, on ne boit pas d'eau. Quand on fait un sport comme ça, à la rigueur, l'eau, c'est pour rincer la bouche et recracher, etc. Mais prenez des pastilles d'électrolytes qui vont vous redonner sans cesse du sodium et du potassium. C'est quasiment impossible de récupérer des électrolytes en buvant de l'eau normalement. Si vous êtes des gens qui transpirent très très fort, pensez à prendre des pastilles d'électrolytes. Encore une fois, on en trouve sur Amazon, on en trouve dans les différents magasins de sport. C'est très facile à mettre en place. Moi, j'emmène un petit thermos que je mets dans mon sac de combat. Et quand on s'arrête, on a la possibilité, hop, je vais siroter ma petite boisson brûlante, mais brûlante, hein, ce qui fait que j'ai un gain, c'est à l'inverse, j'ai un gain de chaleur pour le corps et on va être sur des calories positives avec une vraie valeur ajoutée. Maintenant, on va parler de la tenue et de l'alimentation hors jeu, en dehors des temps de jeu. On se concentre tous sur notre gear, notre réplique, et puis qu'est-ce qu'on va faire, comment on va snacker, comment on va s'alimenter, s'hydrater pendant la session de jeu. Oui, mais il y a des heures et des heures et des heures à passer hors jeu. Et ces temps-là sont aussi importants, parce qu'il y a l'action sous contrainte, il y a la récupération et il y a le sommeil. Et cette récupération, si vous avez froid et si vous êtes mal lors de cette récupération, ou si vous restez humide, c'est toujours la même chose. Le jeu est que j'arrive à mon camp de base, la première chose que je fais, c'est j'enfile ma MDD de chez Anna Tactical. Voilà, on est sur une grosse parka, doublée polaire. Alors j'en avais déjà parlé, hein, cette parka, là on est sur un multicam russe. Hein. Une parka avec une doublure totalement amovible, avec une reprise de camo. Voilà. Je l'ai en noir en civil, c'est ma tenue de travail d'hiver en civil, et je l'ai en multicam, une taille au-dessus, pour pouvoir la mettre au-dessus de mon gear. Dès que j'arrive à la fin de ma session, j'arrive à ma base de vie, je mets ma parka, et immédiatement, je mets ma capuche, je retire mon casque, je mets ma capuche, je récupère ma petite serviette microfibre, voilà, je l'ai ici, ma serviette microfibre. Voilà, je prends une petite serviette microfibre, comme celle-là, et je vais me sécher les cheveux pour éviter, vous voyez, c'est tout petit, hein, j'en ai deux hein, là, ici, hein, voilà. Ma serviette microfibre, c'est très très efficace. Je me sèche la tête, alors c'est vrai que j'ai pas de cheveux, donc c'est facile, et je vais soit garder ma capuche, soit je vais mettre immédiatement un bonnet.
Voilà, j'ai mon petit bonnet en polaire que je mets et qui est toujours dans la poche de ma MDD. Je vais mettre mes gants, voilà, tout de suite, pour réchauffer mes mains. Et si vraiment il caille très très fort, eh bien, je vais mettre un cache-cou en plus pour avoir une cage thermique eh bien, la plus efficace possible. Et ça, c'est immédiat. Je retire l'humidité et je me mets au chaud, toujours avec cette idée que l'humidité va favoriser très fortement le refroidissement et que même si c'est un quart d'heure ou 20 minutes et on discute les uns avec les autres, c'est de l'énergie perdue, des calories qu'on devra reprendre avec toute la fatigue que ça représente de s'alimenter 6, 7, 8 fois par jour alors qu'on n'en a pas l'habitude habituellement. Dans tous ces temps d'attente, on doit limiter au maximum les jeux de thermorégulation. La température qui baisse, le corps qui utilise des calories pour remonter, puis la température rebaisse. C'est pas possible, d'accord? Donc le plus vite possible, on arrive, tac, on se sèche, on se met la parka. Une fois qu'on a séché, qu'on a mis la parka, on commence à retirer, ranger les affaires, brancher, trucs et machin, nanana. C'est bon, on est propre, on est carré. Ok, on réouvre la parka, on retire le gear, on regarde si on est trempé, s'il faut qu'on se fasse effectivement un petit assèchement avant de remettre la parka. Et une fois qu'on a retiré le gear et qu'on est bien sec sur soi, on remet la parka. Et là, c'est bon, on peut avoir le temps de pause et on peut préparer la chauffe du soir ou la chauffe du midi avant de partir. Bref, il faut absolument travailler sa tenue d'attente. C'est fondamental. Alors, l'alimentation pendant les temps d'attente maintenant. L'alimentation le soir notamment, hein, c'est le moment où on a le plus le temps de le faire. On va être sur des moments où il faut absolument favoriser le chaud. Si on n'a pas pu le faire le midi, il faut favoriser le chaud. Alors ce que je vais proposer comme matériel, c'est aussi un matériel qui va tenir tout à fait dans le sac de combat. Voilà. Moi j'utilise un sac de combat de chez Anna Tactical dont je vous mettrai la référence en description. Plus ça va et plus mon sac de patrouille est petit parce qu'en fait on part à la journée donc ça sert à rien d'avoir des choses énormes. Là il y a largement ce qu'il faut pour tenir eh bien, ma journée de 12 heures sans problème. D'accord? Et donc, très important, on favorise le chaud. Alors, avec quoi je vais m'alimenter? C'est pour le fun. Franchement, systématiquement, moi, je vais me récupérer eh bien, des rations de combat de l'armée française. Voilà. Moi, ce sont des rations de combat que je vais récupérer en stock militaire, qui ne me coûtent pas très cher. D'ailleurs, merci à Bonzi, qui est souvent celui qui va récupérer ce type de rations. Donc, c'est l'intendant de notre team, de notre association. Et donc, ces rations de combat, le truc, c'est qu'il y a tout un tas de trucs, parce que moi, je ne l'emmène pas. Hein. Je l'ouvre, je sélectionne ce qui m'intéresse et je dégage tout le reste. Par exemple, je ne prends pas la chauffe de la ration de combat. La chauffe de la ration de combat, c'est ça, d'accord? C'est quelque chose, voilà, une espèce de petit bras zéro, dans lequel vous allez mettre une pastille de combustible, vous allez l'allumer. Bon, alors le souci, c'est que c'est extrêmement instable. S'il y a de la boue partout, c'est très difficile de l'installer. Et on va avoir une communication de la chaleur au support qui est extrêmement forte. Si vous avez une table, c'est très compliqué aussi, d'accord? L'intérêt, effectivement, c'est que en ayant juste ça, vous avez de quoi faire, j'ai dit combien 6 chauffes, et chaque petit barbecue, c'est plat comme ça. D'accord? Donc c'est effectivement très très efficace en termes d'emport. Mais le problème, c'est que eh bien, c'est extrêmement instable et comme je vous l'ai dit, vous brûlez assez facilement le support. Il faut manger chaud. Si vous ne voulez pas acheter des rations de combat, eh bien, vous prenez de la nouille minute, vous prenez de la boîte de conserve, d'accord, de la boîte de raviolis. C'est extrêmement facile à faire à manger ce genre de choses. Pensez juste à rajouter un petit peu d'eau au fur et à mesure que ça chauffe, d'accord, histoire de ne pas brûler le fond. Moi, j'utilise eh bien, une petite bouteille de gaz avec un brûleur à ligne déportée. Voilà. Pourquoi? Eh bien parce que ça va être beaucoup plus facile de s'équilibrer en fait entre deux objets et d'éviter que ce soit l'un sur l'autre avec des problèmes de stabilité. Là, j'ai le pied qui est directement sur le sol, le centre de gravité est relativement bas, il se replie, voilà, on est sur quelque chose qui se replie, qui se dévisse et qui se range très très facilement dans un petit sac, vous voyez. Et ça va permettre de mettre tout ça dans le sac de combat si vous souhaitez faire une chauffe sur le terrain directement. Voilà. Moi, j'ai pris ça, j'ai fait de la chauffe pendant 3 jours de nuit, j'ai l'impression qu'elle est pleine.
D'accord? Donc ça, je fais très attention par rapport à ça. Et puis, je vais avoir mon quart de combat. Le quart de combat, ça va être une petite gamelle, ici, extrêmement légère, que je vais emporter dans mon sac, qui ne permet pas de faire un gros volume d'eau. Donc moi, je vous recommande, quand vous n'êtes pas limité en place, d'avoir ce type de gamelle. Voilà, c'est une type de gamelle beaucoup plus importante en taille et qui n'est pas très chère, et qui va vous permettre de faire un gros volume, que ce soit de nourriture ou de liquide. Moi, je vous l'ai dit, j'utilise énormément de liquide. Avant de partir le matin, je vais boire mon café, je vais faire mes cornflakes, je vais faire tous mes trucs. Et après, je vais me faire 1 litre avec ma mixture café, sucre, chocolat que je vais mettre dans mon thermos. Donc moi, je fais des gros volumes d'eau. Si vous le faites dans le petit carla comme ça, alors d'accord, hein, c'est mignon, c'est beau, c'est léger, ça fait bushcraft et tout ça. Ouais, mais enfin bon, vous buvez un café et c'est fini. C'est pas fait pour cuisiner, c'est fait pour se réhydrater vite fait sur le terrain. Globalement, la règle, c'est dès que vous avez la possibilité d'absorber beaucoup de chaud, mais même beaucoup de liquide chaud, n'hésitez pas à ajouter la chaleur aux calories, le calorifique au calorique. Alors, on ne parle pas de calorifique habituellement quand on parle de diététique, mais là, l'apport de température, l'apport de chaleur est très importante pour gérer la contrainte météorologique. Pareil, le soir, n'hésitez pas à vous recharger en électrolytes. Mangez salé, consommez une pastille d'électrolytes tranquillement, en intercalant les boissons chaudes et la petite boisson un peu froide. Forcément, l'électrolyte, vous n'allez pas vous faire chauffer votre électrolyte, d'accord? Mais on est sur une boisson qui va vous réhydrater. Là, j'ai eu des joueurs qui ont fait des crises de crampes la nuit ou qui ont fait une crampe au petit matin. D'accord? Donc vous devez vous recharger en sodium et en potassium, notamment quand on a marché dans la boue, avec des chaussures crottées, dans des radars comme ça. D'accord? Donc on est beaucoup sur la pointe du pied, on tire très très fort dans les mollets et on se retrouve au bout d'un moment à avoir des crampes. Et quand on a des crampes, elles s'installent et c'est très très difficile d'en sortir. Donc il ne faut pas qu'elles surviennent. Après les temps d'attente, on va être sur la base de vie. Qu'est-ce que j'entends base de vie? Eh bien, ça va être soit le bivouac, soit la tente, soit le véhicule. Moi, j'ai fait bivouac, j'ai fait tente, j'ai fait véhicule, j'ai fait voiture, j'ai fait camion. J'ai testé un petit peu tout et n'importe quoi. C'est toujours les mêmes règles. 1. L'organisation interne. Moi, je parlais là, il n'y a pas très longtemps, avec des gens avec qui je disais, si vous faites une OP sédentaire, c'est une chose. Si vous faites une OP itinérante, c'est-à-dire vous avez le pactage et on dort quand on dort et quand c'est possible de dormir, oui, mais s'il pleut à verse, eh ben, faut faire sa tente sous la pluie et ne pas être mouillé à l'intérieur. Donc si on n'a pas cette technicité, bah, on ne fait pas d'itinérant, on fait du sédentaire. Là, c'est pareil. À un moment donné, la règle, c'est si à un moment donné, j'ai besoin de quoi que ce soit en pleine nuit, et que ma lampe ne fonctionne pas, je n'aurai aucun problème pour trouver cet élément. D'accord? Donc évidemment, le fait d'avoir des lampes, c'est fondamental. Moi, j'ai une lampe dans la zone, dans ma safe zone, on va dire. J'ai une lampe dans mon espace de vie. Et je vais bien sûr avoir les lampes de combat, les lampes de progression, les frontales, etc., etc. Donc, on doit organiser son carré de tente ou son carré de véhicule. Moi, je vais avoir, par exemple, je les ai notés, un carré sanitaire dans lequel je vais avoir ma brosse à dents, mes pastilles, parce qu'on peut avoir des pastilles de dentifrice plutôt que d'emmener un tube de dentifrice. Je vais avoir mes lingettes, je vais avoir mes boules qui est, je vais avoir mon carré sanitaire. Mais dans ce carré sanitaire, je vais avoir aussi du Doliprane, les médocs si je suis malade à ce moment-là. Je l'ai fait l'année dernière avec des migraines terribles, j'avais mes médocs. Donc, mon carré sanitaire. J'ai mon carré alimentation, je n'ai pas la nourriture au milieu des slips, du dentifrice et de l'électricité. D'accord? Je vais avoir le carré énergie. Le carré énergie, je vais avoir mes lampes, mes piles, mes powerbanks. Je vais avoir l'espace dans lequel aussi, évidemment, je vais avoir mes câbles de recharge. Je vais avoir mon téléphone. Et je vais avoir mon carré vestimentaire, qui n'est pas mélangé avec le reste. Le carré vestimentaire, c'est forcément propre. Et je vais avoir mon carré sale et humide, qui est isolé du reste, avec des sacs poubelles avec les choses que je ne remettrai jamais, sac poubelle sur lequel éventuellement je mets les chaussures pour ne pas souiller le reste de la tente et pas mettre les chaussures dehors et les retrouver collées dans la terre gelée. Et j'organise. Chacun fait comme il veut, mais moi, je me réveille au milieu de la nuit, je sais qu'à ma droite, je vais avoir mon carré sanitaire, qu'à ma gauche, je vais avoir mon carré électrique avec mes lampes. Voilà, moi, c'est mes 2 trucs à moi. Et ensuite, quand je descends dans la tente, je vais avoir un certain nombre de choses. Et à la sortie de la tente, je vais avoir ma zone sale et humide.
Ensuite, les règles pour ne pas avoir froid, la première chose, c'est on s'isole du sol. Et ça vaut du bivouac jusqu'au véhicule. On doit s'isoler du froid. Et quand on parle de s'isoler du froid, c'est pas juste la toile de tente. Moi, j'utilise, comme tous les bushcrafters, une toile isolante. Voilà. On est sur une toile de survie géante de 2 mètres par 2 mètres. Vous voyez, on n'est pas sur une toile classique. Qu'on met évidemment la partie brillante vers nous, d'accord, pour que la chaleur en fait qui s'évacue et qui s'échappe du corps revienne par rayonnement de la partie brillante vers nous plutôt que se disperser dans le sol. Donc ça, si on est en bivouac, c'est la première couche au sol, au-dessus de laquelle on va former la toile de bivouac. Si on est dans une tente, on double le sol avec ça, parce que le sol de tente, il est isolant à l'humidité, pas du tout au froid. Et si on est dans un véhicule, même dans un véhicule, je le mets en dessous de moi. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose sur l'isolation, j'utilise un matelas mousse, voilà, de bushcraft. Donc là, on est sur un matelas qui n'est pas que un matelas qui va isoler des protubérances et des agressivités du sol. On est aussi sur un matelas avec des qualités d'isolation thermique. Un matelas qui va me renvoyer une partie de ma chaleur. Donc, je fais très attention à ça. Ensuite, là, ça se discute. Pourquoi ça se discute? Eh bien, parce que lorsque vous prenez un matelas gonflable comme celui-là, vous voyez, il est tout petit et il a une petite pompe intégrée en fait à main qui nous permet de le gonfler très rapidement. Mais il me va, pour un gabarit 1,80 m, il me va. Sauf qu'il va forcément limiter les qualités d'isolation que je vous ai données précédemment parce qu'il n'a pas de qualité d'isolation thermique et donc il y a une partie de la chaleur du corps qui va se perdre dans le volume d'air du matelas. D'accord? Mais je vais être tellement mieux installé que tant pis, je perds un peu en isolation, mais je gagne en confort. Donc ça, c'est des pondérations à faire. Par contre, si je n'ai pas de place et que je suis dans une situation où je suis en itinérant, ah bah, j'hésite pas, hein, je prends ma toile de sol, je prends mon tarp au-dessus, je prends mon petit matelas de bivouac et ensuite, je vais me mettre dans mes sacs de couchage. Alors, avant d'évoquer les sacs de couchage, quelle est ma tenue pour dormir? La tenue pour dormir, voilà, je vais parler de la première chose, des fois que vous coupiez la vidéo après. Une capuche. Une capuche doublée polaire et une capuche avec une ouverture facile, ok, et qui va éviter les réveils de sécurité parce que le corps sent avec les nerfs, en fait, les capteurs qui sont au niveau du visage, que la peau du visage est à -5 et vous faites des réveils de sécurité. Et des réveils de sécurité en boucle. Petit clin d'œil à Vadim qui nous avait expliqué lors d'une séance d'entraînement qu'il avait été réveillé 25 fois dans la nuit par son visage. Des sensations nez gelé, ce genre de choses. Une cagoule, les gars. Non, c'est pas ridicule. Une cagoule. Et il y a plus de réveil en lien avec le visage. Faites attention, c'est une cagoule, vous avez vu. C'est pas une cagoule de combat classique, c'est une cagoule qui s'ouvre largement et qui est doublée polaire. D'accord? Je ne vous ai pas montré la petite cagoule fine qui servirait à rien en synthétique. Hein. Ensuite, je vais avoir un ensemble haut et bas en polaire. Alors un polaire fin, hein, ce sont des sous-vêtements, encore une fois, de l'armée russe. Voilà, que je vais mettre. Et je vais avoir un vêtement technique en dessous, pas un warm, mais un vêtement technique en dessous de mon polaire. Et au niveau des pieds, je vais avoir une paire de chaussettes fines en laine, voilà, une paire de chaussettes de l'armée française pour dormir. Et cette tenue-là, elle va jamais à l'humidité. Je la laisse sur mon duvet, d'accord? Elle ne sort pas de ma tente ou de mon bivouac. Elle est en place, il n'y a pas de problème. Si je suis dans un espace très restreint et que je n'ai pas transpiré, je les mets dans mon duvet pour pas que ce soit paumé, que je les retrouve et je ne savent pas les retrouver le soir, d'accord, que ça aille se mélanger avec les vêtements. Je les laisse dans le duvet pendant la journée. Les sacs de couchage maintenant. Les sacs de couchage, trop souvent, vous négligez le type de sac de couchage que vous utilisez. Il y a 2 types de sacs de couchage. Le sac de couchage synthétique et le duvet. La différence entre les deux, c'est que le duvet, à l'intérieur, on a de la plume. Et ces 2 objets n'ont pas les mêmes qualités. Le sac de couchage en synthétique va avoir des capacités calorifiques, c'est-à-dire à maintenir une cage thermique autour de vous, qui va être moins efficace que les duvets. D'accord ? Par contre, le synthétique va beaucoup mieux gérer
l'humidité. Le duvet en plume, lui, va amener plus de qualité thermique, mais va moins bien gérer tout ce qui est transpiration ou humidité si vous avez tendance à transpirer la nuit. Moi, je fais un doublon. Il n'y a pas le « ah, tu fais un sac à viande ». Non, le sac à viande, c'est un duvet très fin, voire même une simple toile, un sac de toile, qui permet, alors qu'on est sale, d'accord, on n'a pas fait sa toilette, on est sale. Moi, je sais qu'avant d'aller au lit, je m'assure d'être parfaitement sec dans toutes les zones humides et je fais une petite toilette, ça coûte rien. C'est pas parce qu'on fait une OP qu'on est obligé d'être des chiens galeux, hein. Moi, je fais une petite toilette, je rentre quand même pas aussi propre qu'après une douche, c'est évident. L'idée, c'est rentrer sec. Le sac à viande, c'est juste protéger le sac de couchage. Non, moi, j'ai 2 sacs de couchage. Le premier sac de couchage, qui est assez volumineux, celui-ci, c'est un sac de couchage synthétique. Et ce qui est très très important, c'est que c'est un sac moins 15, moins 5 degrés. C'est-à-dire moins 15 extrême, moins 10 degrés, on va dire, on est dans des conditions acceptables, moins 5 degrés, confort. On n'est jamais descendu en dessous de moins 5 degrés. Donc là, je savais les températures auxquelles on allait être confronté. Je me suis garanti qu'il n'y aurait aucun souci. Ça, c'est dans celui-ci que je me glisse. Il est de taille importante, il est assez lourd. Si j'étais dans une situation d'itinérance, je ne pourrais pas l'emmener celui-là. Et je me glisse dans un duvet, il est beaucoup plus petit, hein, mais quand on l'ouvre, sans problème, on va pouvoir y glisser l'autre avec le corps qui est déjà dedans. Et celui-ci, voilà, qui va être sur moins 15 plus 10, d'accord, au niveau de l'amplitude. Là, moins 15, c'est survie extrême, hein, c'est je ne meurs pas, d'accord. Le confort, on est entre plus 5 et moins 5. Donc, c'est très très important quand vous choisissez votre sac de couchage que votre zone de confort, d'accord, la température de confort, pas la température extrême. Celui-ci, je survis à moins 15. Ouais, mais je dors pas de la nuit en fait. Donc, faites attention à ce qui est écrit dessus. C'est pas juste, oui, j'ai pris un duvet. Non, moi, j'ai 5 ou 6 duvets qui vont me permettre d'aller faire à la fois du bivouac en plein été, par des températures extrêmement chaudes la nuit, et je vais avoir aussi de quoi dormir par des températures de moins 15 et encore en dessous. Bien, ça c'est pour les duvets. Petit rappel ensuite, la tente va protéger en fait de l'humidité extérieure et du vent. Donc la température ressentie à l'intérieur va être légèrement différente, d'accord? Mais vous n'allez pas réchauffer votre tente, hein. De la même façon que si vous êtes dans une caisse de camion, vous n'allez pas réchauffer la caisse de camion. Moi, le matin, les chaussures étaient collées sur le sol du camion et il faisait moins 5 au niveau de mon thermomètre dans la caisse du camion, à l'intérieur. Donc, ne vous dites pas, oui, je vais être dans une voiture, donc c'est pas grave, j'ai un duvet 5 degrés, ça va bien se passer à moins 5. Non, vous n'allez pas dormir de la nuit. Bien, voilà. J'ai fait le tour le plus rapidement possible de tout ce que j'avais envie de vous dire. J'ai peut-être oublié certaines choses. N'oubliez surtout pas à balancer vos trucs et astuces, la façon dont vous gérez votre snack, comment vous dormez la nuit. Alors, pas forcément le descriptif total, mais une astuce que je n'ai pas donnée et qui vous va bien à vous, un truc que j'ai oublié. Essayez de venir bien compléter. On va faire notre petit Wikipédia de la base de vie là entre nous, en s'appuyant sur nos expériences, en disant bah, moi je fais comme ça, moi ce problème-là je le gère comme ça, moi ce truc-là ça me va très bien, moi c'est pas de l'airsoft mais moi j'utilise tel matériel et moi je suis très très friand de tous les conseils que vous pouvez donner pour enrichir, que ça fasse un peu une base de données pour ceux qui veulent se lancer dans les OP. Et moi je suis preneur, hein. Moi je vous dis, l'histoire du double duvet et de la qualité différenciée entre les duvets, c'est Voodoo qui m'en a parlé et je me suis adapté et j'ai testé et ça marche, d'accord? Et c'était cette année et c'était pas ma première OP. Donc moi, à chaque nouvelle OP, je prends les conseils des gens, chaque nouvelle OP, je prends des trucs et astuces et je progresse et je progresse et je progresse. On arrive à la fin de cette revue. Je participerai moi à la prochaine OP Gazproma. Voilà, je jouerai dans une des 3 factions sur la faction Taleb. Voilà, et j'espère que je retrouverai un certain nombre d'entre vous. N'hésitez pas à venir me voir à cette occasion pour qu'on parle et qu'on partage nos trucs et astuces sur la question de nos OP favorites. Je jouerai à cette occasion avec une réplique GBBR parce que je n'ai jamais fait d'OP en tant que GBBRiste, c'est-à-dire avec des répliques en gaz blowback, voilà, avec toutes les problématiques que ça peut représenter, mais on sera en mai, et donc normalement en mai, ça devrait passer tranquille. D'ici là,
allez jouer un maximum, ça permet aux associations et aux entreprises d'airsoft de vivre et d'entretenir nos terrains de jeu favoris. Prenez soin de vous et n'oubliez pas que loisir rime avec plaisir. Donc après qu'on s'est mis en sécurité, on ne se prend pas la tête et on va jouer. Allez, au revoir.